Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Corinne Blondet, responsable du service de la scolarité, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais juste dire quelques mots d'ouverture de ce workshop, qui est donc un moment important dans la vie de l'école, organisé maintenant depuis plusieurs années, et qui regroupe tous les étudiants de M1 pour travailler et réfléchir autour d'une thématique commune. Donc cette année, ce sera l'habitat écologique, l'architecture durable. Donc réfléchir et travailler avec des enseignants invités de toute l'Europe que nous avons donc l'honneur d'accueillir. Je laisserai ensuite Emma et Francesca les présenter de manière plus précise. Cette année, ils viennent d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne. Donc on leur souhaite vraiment la bienvenue et on les remercie d'être là. Donc voilà, vous allez être répartis en plusieurs groupes qui seront conduits par ces enseignants invités. Ces 10 jours, puisque le workshop se termine mardi prochain, donc c'est tous les jours sauf le week-end, ils seront aussi ponctués de conférences animées par nos enseignants invités. Ces conférences démarrent demain et les 10 jours s'achèveront le mardi par une matinée de restitution et également le vernissage de l'exposition de vos travaux qui seront donc exposés en salle expo, et cette exposition sera présente jusqu'au 12 mars. Voilà. Donc au niveau de la validation de ce moment, cela repose sur l'assiduité. Voilà, donc l'idée c'est de participer pleinement à tout ce workshop et d'être présent. Donc au niveau des règles, si vous êtes amené malheureusement à vous absenter une journée sans justificatif, ça reste encore possible, vous pourrez valider le workshop. Au-delà, il faut un justificatif. Et dans ces cas-là, au-delà de 3 jours d'absence même justifiée, le workshop ne sera pas validé puisque voilà, on considère que la participation ne sera pas suffisante. Donc voilà, je vous présente aussi Laetitia Sanctussi qui a rejoint l'équipe de la scolarité le 1er octobre. Donc pour certains, vous la connaissez peut-être déjà. Pour d'autres noms, c'est la référente scolarité DM1, donc vous avez aussi beaucoup à avoir à faire à elle cette année. Et puis, nous avons donc aussi plusieurs moniteurs qui sont étudiants en M2 et qui ont été recrutés pour participer à l'organisation et au déroulement de ce workshop. On les remercie aussi. Donc, au nom de la direction, moi, je remercie Francesca Contrada et Emma Filipponi qui sont donc responsables de l'organisation de ce workshop cette année pour leur engagement et tout le travail qu'elles ont fourni. Je remercie tous les enseignants invités, les moniteurs et toutes les équipes support de cette école, voilà, qui ont œuvré pour le bon déroulement de ce workshop. Je vous souhaite de bons travaux, de bien profiter de ce moment un peu inédit et voilà, important. Et je laisse Emma et Francesca peut-être préciser davantage le contenu, le déroulement de ce workshop. Merci. Merci Corinne. Merci beaucoup. Merci Laetitia. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je pense que ce n'est pas la peine de nous présenter parce que vous nous connaissez d'une manière ou d'une autre à peu près. Enfin, à peu près tout le monde nous connaît. On est enseignante à l'école et on a proposé cette année, on a eu cette charge d'organiser ce workshop européen. Donc, on a proposé un thème général qui est celui de sharing knowledge, donc du partage des connaissances, qui est à notre avis quelque chose de très important dans tous les champs disciplinaires, d'autant plus dans le champ de l'architecture, de la construction et des réflexions qui se font autour de l'architecture maintenant, avec un thème spécifique qui est celui de l'habitat écologique. Là, vous avez, je pense, eu toutes les communications à ce propos, donc vous avez dû voir
on l'espère, le site internet, le livret. Donc habitat écologique, matériaux et démarches à l'échelle internationale. Donc comme Corinne, que nous remercions déjà d'avoir un peu introduit le workshop et aussi pour leur travail avec tous les autres services de l'école. L'idée est vraiment que tous les invités qui sont là aujourd'hui, qui seront là jusqu'au 4 mars, puissent vous amener à travailler à la lumière d'un thème assez important, assez d'actualité, ça vous le savez, de vous amener à travailler sur ça, mais d'une manière qui est vraiment spécifique et particulière pour chaque atelier. Donc, vous n'aurez pas un site incommun, donc il n'y a pas un site qui est commun à tous les ateliers. Donc chaque atelier travaille à une échelle, donc on a l'échelle 1, on a l'échelle de la construction, on a l'échelle de la réflexion à plus haute échelle, voilà, excusez-moi le jeu de mots. Donc chaque atelier décline ce thème principal dans une manière spécifique, avec une démarche spécifique, donc la démarche de la production d'un objet, la démarche de la production, par exemple, d'une cartographie et d'une géographie des matériaux, la démarche de la production, de la transformation de l'existant à travers la production d'une maquette. Donc ça, vous le verrez, chaque atelier, chaque invité aura le temps d'expliquer, de parler un petit peu de ce que vous ferez avec eux. Sur l'assiduité, je pense que tout est clair, donc pas la peine de la répéter. Je ne sais pas, Francesca, si tu veux rajouter quelque chose en particulier ou... Oui, alors juste un petit disclaimer parce que les invités du coup sont à l'échelle internationale. Du coup, effectivement, il y aura des groupes qui seront forcément obligés de parler en anglais. Je ne sais pas votre niveau d'anglais, si c'est bien, mais c'est aussi une opportunité pour vous entraîner. Du coup, là, cette présentation, nous, on l'a fait un peu en français, mais c'est vrai que comme c'est un workshop européen, vous êtes menés à travailler avec des invités étrangers. Du coup, essayez d'être attentif et d'être moteur aussi pour ce workshop. Je voulais aussi remercier pour le support et pour en fait le travail qu'ils vont faire aussi pendant le workshop, le Fab Lab du coup Clément et la matériothèque avec Jérôme. Du coup, il y aura certains d'entre vous qui vont effectivement devoir travailler avec les outils de la matériothèque et le Fab Lab. L'idée, c'était vraiment d'intégrer tous les outils qu'on peut effectivement mettre à disposition au niveau de l'école dans ce workshop et couvrir un peu les différentes échelles, comme disait aussi Emma. Voilà, je pense que oui, on peut commencer le déroulement. Oui, alors ça c'est un peu le planning général. On vous mettra à disposition aussi cette présentation à la limite pour, mais toutes les informations sont sur le site internet. Du coup aujourd'hui, ce matin est plutôt dédié à la présentation du workshop, l'introduction et l'ensemble la présentation des différents ateliers. À partir de la fin de la présentation, du coup je pense environ vers midi, vous allez être un peu dispatchés dans les différentes salles et commencer à travailler avec les invités. Mardi, mercredi et jeudi, les journées sont un peu sur le même format. Du coup, vous avez des conférences qui ont lieu toujours en amphi ici et auxquelles on vous invite vraiment à participer. Et c'est les conférences des différents invités. Du coup, on aura des conférences entre midi et 13h et entre 14h et 15h. Et après, effectivement, le reste de la journée est dédié plutôt à votre travail dans le workshop. Pendant les week-ends, du coup, il n'y aura pas de workshop, vous êtes libérés. Et on reprend lundi avec la finalisation de vos travaux. Et on imagine que l'après-midi sera plutôt dédié au montage de l'exposition parce que, comme on l'a dit, vos travaux vont être exposés. Du coup,
voilà, et c'est une exposition qui va être ouverte à tout le monde. Hein. Du coup, effectivement, ça va valoriser vos résultats et c'est très important. Et puis le mardi 4, du coup, on aura le matin dans lequel vous allez faire des petites présentations de vos résultats. Et puis dans l'après-midi, il y aura une dernière conférence d'un invité extérieur. Et puis l'ouverture de l'exposition et vous allez un peu organiser des visites comme un vernissage quoi, pour nous expliquer un peu vos résultats. Et puis effectivement, on aura plutôt la clôture du workshop à la fin de la journée. Ok, du coup on commence. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions peut-être? Ou c'est bon pour l'instant? Est-ce que tout est clair? Ok, du coup on commence avec alors, le premier invité, Ivan Matamaenza, du coup. Tu peux venir pour présenter. Et aussi les moniteurs, si vous voulez, moniteurs et monitrices. Oui, venez comme ça, effectivement, vous pouvez vous montrer. Enchanté. Ça ira? Salut. Bonjour. Ah oui, salut. Ça va? Oui, ça va bien. Ouais. Le temps dont tu as besoin. Non, c'est pour ça en fait. Non, le temps d'expliquer. Bonjour à toutes et à tous. Donc d'abord, merci à l'école et à toute l'organisation Francesca et Emma de m'avoir invité au nom de mon agence Baibera Arquitectura. Je viens de Barcelone, mais j'ai une pratique assez étendue ici en France. Donc je suis à cheval entre les deux pays et j'ai dû m'adapter à les réalités de l'un et de l'autre. Mais ça, on aura un peu l'opportunité de le voir plutôt demain. Et je vais vous présenter le workshop que m'a mené avec Mathis et Amiral qui vont m'assister. Et on va travailler dans un bâtiment à Barcelone, l'Institut français. Donc du coup, comme ça, on refait le lien aussi avec la France. C'est un bâtiment de Josep Antoni Couderc, un architecte que peut-être pas mal d'entre vous ne connaissez pas encore, mais que j'espère que vous allez connaître beaucoup plus en profondeur parce que c'est une figure essentielle pour connaître et comprendre l'architecture contemporaine espagnole. Et vous allez voir un peu, rien qu'avec cette petite présentation, le pourquoi. Peut-être la meilleure façon de comprendre la figure de Couderc, on peut démarrer à la Triennale de Milan, où il est invité par Gio Ponti pour représenter l'Espagne. Et avec ses pavillons, lui présente trois éléments principaux. Un mur en paille, que vous voyez à droite, qui permet d'accrocher des œuvres plutôt populaires, mais ponctuées de ces petits lampadaires qui en plus sont de couleurs différentes. En même temps, il affiche des œuvres de Miro, de Guinobart, des peintres, mais aussi avec des éléments de l'architecture populaire. Et sur l'autre mur, commence à montrer son architecture, commence à montrer cette brise-soleil, un nouveau brise-soleil que lui fait faire par des charpentiers à Barcelone et qui permet de développer tout un système qui sera utilisé plus tard. Et à l'intérieur, il affiche de photos de Gaudi et des églises à Ibiza. Ce n'est pas par hasard qu'il ne lui présente pas de l'architecture contemporaine de l'époque. En fait, lui est plutôt côté du régime de dictateur Franco. Donc, du coup, il ne pouvait pas afficher de l'architecture contemporaine qui était plutôt avouée à la République espagnole. C'est pour ça qu'il s'accroche de chants, du populaire et l'avenir que c'est ces murs brise-soleil.
Giuseppe Antonio Couder, que voilà, il est né en 1913, il est décédé en 1984, comme ça vous situerez plus le personnage. Et vous voyez avec ses premières œuvres comment il part de références de l'architecture populaire, mais s'approche du mouvement moderne avec des grandes ouvertures, mais surtout l'intérêt qu'il lui a pour comment amener le vernaculaire et l'adaptation de l'architecture vernaculaire à cette nouvelle modernité qui arrive en Europe. La mer, la Méditerranée, va être très important. Ça, c'est la Casa Ugalde. Et vous savez, on aura le temps d'approfondir sur ces œuvres au cours de workshop pour comprendre le but de l'exercice qu'on verra plus tard. Et ici, vous voyez comme en contexte urbain, on commence à voir cet intérêt pour comment contrôler le climat, comment s'adapter à la Méditerranée, mais comment le montrer en ville avec une nouvelle lecture, une nouvelle architecture. Ici, vous voyez une de ces maisons un peu référents. En fait, moi, j'avais des examens à l'école qui nous demandaient de dessiner le plan de cette maison par cœur. Donc, du coup, voilà, un jour, on arrivait et on devait, bon, voilà, qui est capable de dessiner la Casa Gatasus. Vous voyez, rien qu'avec sur cette image, le pavillon de Mies de Barcelone, il est là, mais réinterprété avec le vernaculaire, avec les protections solaires qui glissent, le refuge créé par cet élément qui fait une redondance et un dialogue avec la surface d'eau comme celle de pavillon. Et il développe toute une série de maisons qui s'adaptent au climat et qui s'adaptent aussi au territoire. Et il crée un nouveau langage qui s'approche à la Méditerranée. Mais il continue à faire cette recherche de comment approcher cette architecture à la ville. Il a un soin pour amener les matériels naturels à des objets de design. Ces deux lampadaires sont très connus. Celle-ci, elle est en feuilles de bois, et celle-ci, c'est un jonc en fait tourné tout autour et qui nous ramène à nouveau cette accroche à les maisons populaires d'avant. Et dans les années 70, il arrive à un de ses chefs d'œuvre, c'est l'Institut français, où on semble perdre cette approche au vernaculaire, mais en même temps, il crée cette sorte à nouveau avec sa connexion à Mies van der Rohe, cette sorte de petit Seagram building, mais avec de la brique en façade, mais toutes les ouvertures approchées de la façade. Et où elle est, la Méditerranée ici? On la voit plutôt à l'intérieur. En fait, comment il arrive à créer des symbionces qui nous rapprochent à nouveau au climat. Donc, on aura l'opportunité de travailler sur ces bâtiments. On va être très critique. On va voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas sur ces bâtiments. Et comment on fait cette lecture dans la modernité, qu'il y a eu un intérêt à une approche vernaculaire. Qu'est-ce qu'on pense qu'il n'y a pas les éléments qu'il a développé tout au long de sa carrière avec les contrôles solaires, ils ne sont pas présents dans ces bâtiments. On va comprendre pourquoi et on va voir quel futur on peut donner à ces bâtiments. Moi, je m'occupe aujourd'hui de la réhabilitation de ces bâtiments et ça nous pose énormément de problèmes parce que déjà, c'est une figure majeure de l'architecture barcelonaise. Comment on est capable de réinterpréter sa façade tout en étant performant énergétiquement. Donc, c'est là que vous allez être complètement libre d'attache à ce type de problématiques pour repenser comment faire avec tout cet héritage de la modernité. Et les buts, c'est qu'à la fin, on soit capable de créer une maquette échelle 1/5 où on va faire 7 groupes et chacun de ces groupes soit capable de nous présenter des réflexions en façade pour créer des ambiances intérieures avec tous les problématiques qu'on va accumuler. Et les buts, ça on va le voir plutôt cet après-midi, mais c'est voilà, on va se diviser les journées pour nous créer les contextes de qu'est-ce que c'est que ce bâtiment dans l'architecture décorative, que l'architecture barcelonaise. On va le démonter, on va le remonter, et après on va surmonter toutes les problématiques pour enfin trouver toutes vos solutions. Donc j'espère que ça vous permette déjà de connaître mieux la figure de Couder, comment lui a mené toutes les réflexions auxquelles nous sommes en face aujourd'hui, mais 40 ans plus tard. Donc nous sommes obligés de trouver de nouvelles réponses auxquelles ces générations d'architectes n'avaient pas arrivé. Ils étaient en train de créer une nouvelle architecture avec beaucoup de défauts,
Maintenant, nous en sommes conscients, nous avons plus des outils pour surmonter ces problématiques. Donc, j'espère que le workshop soit une opportunité pour en trouver certaines. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Ivan. Donc voilà pour la première présentation. Là, on va voir le deuxième atelier qui sera géré par Maria Ferrara et Elena Guidetti du Politecnico de Turin, qui seront accompagnés par par Tom et Claude et Nora. Et là, on commence avec l'anglais. Bonjour. Good morning. And okay, we're going to speak English. I'm sorry, but our French is not enough to communicate with you, so we are fostering your English knowledge on this workshop. So the title of our workshop is Beyond Conversion, Designing for Life Cycle Energy Efficiency and Build Legacy Adaptive Reuse. And okay, so we are from Politecnico di Torino. It's a technical university in Turin, in the north of Italy, where we both teach in architecture and engineering courses. Actually, I'm an architect, but I have a PhD in energetics, so I am in between architecture and engineering on the energy field. And so I am assistant professor in building physics and building energy system, while Elena? I'm full architect, and also I have a PhD in architecture history and project. And we are both part of the same center, research center. Let's call it FUL, Future Urban Legacy Lab. So we keep, let's say, an interdisciplinary approach. And yeah. Okay, yeah. Okay, we will have opportunity to know more in the next few days, hopefully. Okay, so the motivation for our workshop. Oh, thank you. Okay. Motivation for our workshop is because now, when we think about the use of energy in buildings, we're moving from a perspective that is only looking at operational energy. Okay, so how much energy we use in building while the building is being used. Okay, but what if we really want to move towards a post-carbon society, towards a carbon-neutral city, and also a carbon-neutral building stock, we don't have only to think about the energy that is used within the building operational life, but we need to think about how and how much energy is used since the beginning of the life, not only of the building itself, but of all the materials, all the components that are going to be used in the building. So how much energy is used to produce the components that are being transported, produced, and also used in the construction, and then that will be put in place in the building in operation. So we are moving from a paradigm of zero energy to a zero emission building, okay? So we are not talking, okay, energy is the basis of our carbon neutral objective, but at the end, we look at CO2 emissions, okay? So we are shifting from this, and while we shift from zero energy to zero emission, we also consider the embodied carbon. And the embodied carbon is all the emissions that are related to energy expenditure from the beginning of all this path, okay? So here is the building in operation, but before
the operational building, we have a lot of energy expenditures that occur from material extraction, production, and so on. So this is the motivation, the main objective of our workshop. That is, okay, so thank you. That is to understand and to investigate together how can life cycle energy means that we look at all the energy path, can be reduced by optimizing design parameters like building configuration, construction technologies, because materials have a critical role in this journey of energy, and also envelope materials in the retrofitting and conversion of existing building. Because the other focus of our workshop is the existing building stock. Because nowadays, especially in our countries, we can say it's not like it's not the same situation all over the world. But in France, in Italy, in Europe, we can say that existing buildings are much more than new buildings. Okay, so we need to focus on existing building, how to exploit what we already have in order not to waste energy and to maybe reuse buildings with the less possible expenditure of energy and related emissions. So so we will work, in order to understand this, we will work on some case studies, and Elena will explain. Okay, so we will work together on a topic that, in our opinion, is particularly relevant today. That is the conversion, the transition between office building to residential use. In particular, we will focus, no, you have the power, sorry, I forgot. We will focus on 3 case studies. They are all buildings that have been adapted from office to residential in the last really few years. So this one is last year, and the others more or less. We are talking about 2-3 years ago. Why is important this? Because we are taking as examples those kind of adaptive reuses that intervene on modernist building that are the more struggling that we have around. Here in Paris, you have some example too, I'm pretty sure of. But those case studies for us are important to trace what happened to these buildings in terms of material flow, in terms of architectural composition too, of course. And then, maybe we can move to the other one, okay. And then, of course, the case that we pick to analyze are particularly energy intense. That means that material that are made of are concrete, and the facade are full of glass that is not performing anymore. And also in terms of composition are buildings that normally people don't like. So this is also a way to take this challenge about, of course, tracing embodied energy narratives and reduce impacts, of course, but also as a challenge of design. So what we will ask to you is actually to do a critical redrawing of these case studies, so they are buildings that are already adapted, and then in the end to propose an alternative scenario. So you will redesign the facade of these buildings according to energy efficiency, of course, and also to the composition of this building. So we will face this both as a challenge in terms of sustainability, but also in terms of composition and design. This was the last slide. Okay, so I finished. Okay. Enjoy the workshop. Merci, grazie. Maria et Elena. Donc, troisième atelier. From social housing to work housing. Il sera géré par Antonio Festa.
accompagné par Mathias et Candice. Perfetto. So hi guys and ladies, I'm Toto. I'm here with Candice and Matthias. We will do something from social housing to war housing. So I come from the practice. So I'm an architect. I was in this building social housing in schools for the past years. 15 years. And what I want to propose to you for this workshop is a classical one. Just we have an existing one, so it's this one, an existing project. And my clients want to make it as usual, like energetically, like renovation. Like this is, when I went there for the first time, I saw this, I was like, wow, it looks from a dystopian future, really like that movie. But in reality, it's like that, really kind of from the 70s, typical building. They put some panels that are full of poison, like it's asbestos. So we have to remove all of them usually. And then there is these energetical measures, like putting some new things to keep the building warm and cold and so on. So the classical intervention is just, as my colleagues were saying, Maria and Elena, just considering to reduce the energy that is used for the life cycle of the building, but not considering the materials that are there. So what is usually done is that there is an engineer that calculates how to make this building to use less energy. And so we put some materials that comes from the market, and we reduce the impact. But the real impact is not only about the energy is used, but also to produce this material. So what I wanted to explore a bit with you during the workshop is how to do the renovation of a building, considering more aspects than just calculating the energy that's used. And the aspect can be the materials, also the reusage, because this one, it's like almost 600 apartments, just one room apartments. So we can also play with changing that. We can put apartments together. We can think about the surrounding also. What can be potentially done to make this building working better with the surrounding, to make those people not just going to work far away and coming back, but also use the surrounding and make, some intervention that considers the people for first. And then it's like, this is the first half of the workshop I would like to do with you, because then the second half is about war. So what is this war housing? It's just like everywhere now in Germany is very common. Yesterday we had the new elections. I'm very scared about that. But they want bunker. It's everywhere. They just realized that it's war times. So NATO is asking us to put 5% of our incomes into, like national incomes, into military and such kind of things. And as one of my, it's just like, it's crazy because we don't have bunkers in Germany, and now they just say we need to build them, we need to reuse them. And apparently our building is this one. So this is the shape of the 70 building, like it's going around. And in the middle, there is already a bunker. So they were built for the Second World War. And the idea is to make a negative of the building underground where, that would be our bunker. And we will think about solutions. So what is a sustainable bunker? It makes it sense. Like, what can we do to make life underground possible during a conflict or during a even longer period? So the idea is to, this is the real one. This is the building. And the idea is to produce something together, to make like an intervention over the ground. Like, we can also divide us into groups. Somebody wants to take the over part, somebody wants to take the underground part,
to make sustainable intervention that considers that time are changing. And yeah, maybe our underground bunker will be so beautiful that everybody wants to live there and everybody wants to make more war, you know, it's beautiful, make another war. So underground is so cool, no light, no sunlight, yeah. So something like that, we make a very cool thing underground, or maybe people will think, no, better stay over the ground, better stay in peace, let's see. Grazie. Merci. Donc, vous avez vu, on a des thèmes qui sont assez différents, on dirait. Quatrième atelier. Pietro Augusto Falcinelli et Ingrid Maria Paoletti qui nous rejoindra les derniers jours, avec Alice et Jacob. Tracing Biography, j'ai perdu le titre. C'est pas grave. Tracing Biographies, Exploring Building Materials Pathways in Architecture. Questo se puoi andare avanti con... Sì. Hello everyone, nice to meet you. I'm Pietro. I'm doing a PhD at Politecnico di Milano, and I'm currently working at the Material Balance Research, which is a laboratory where we do research about innovative construction materials and innovative solutions. So, nice to meet you. Firstly, thank you to Emma and to Francesca for this opportunity, because we would like to investigate a little bit the role of construction materials into the global challenges and how, what is the relationship between materials and our needs. Every day we receive a lot of news about how the world is changing and how pollution is gonna be actually one of the most difficult part of our life, and also how we have to change our lifestyles considering also these environmental challenges. Currently, we heard about new words like zero carbon solutions or resource scarcity. So it's very important, I think, to try to analyze these words and the relation to our life. And but which material factors should be considered for this analysis? I mean, so Tracing Biographies, this workshop examines and analyzes the interconnected and complex role of construction materials, and in particular enhancing some factors such as the material culture, the life cycle, and also geopolitics, because we know that geopolitics and also political factors are very important to architecture and to the built environment in general. We have to think about the Ukraine situation, for example. And so it's very important to understand the relations and the impact throughout the design process. For this reason, this workshop will consider also the Sustainable Development Goals defined by the UN, and just to have also a relationship with the current policies about materials and architecture. How we will do that? We will do some diagrams, cartographies, and collages. Firstly, we will collect some information, and then through these diagrams and maps, we will elaborate them also in a graphic way, mapping out all the elements that we think are important. And so through this process, we will analyze and synthesize the collected data, and also giving a personal interpretation through a creative approach and a critical thinking.
But what does the definition of these factors lead to? So the objective is to understand the relevance and the environmental significance of materials. And through a multidisciplinary approach, we will, I hope, we will a little bit go deeper about the material awareness and about new paradigms of innovation, hoping to encourage a new approach to architecture. So this is the plan. We will see deeper later, but we will analyze the SDGs a little bit, and then we will also think about the materials, the diagrams, and everything that is related to the topic. Thank you very much. Thank you, Pietro. Donc, the last... online. Je peux le faire en anglais aussi, hein, mais bon. Alors là, c'est comme tu veux. Hein. Non, je vais le faire en français, tranquille. Tu peux le faire comme tu veux. Ça marche. Donc, dernière présentation, 5e atelier. Arthur Lam qui est là et qui présente, et Olga Beatrice Carcassi qui arrive, qui est peut-être en ligne, je ne sais pas, mais qui arrive ce soir. Design and fabricate unique tile shape using 3D printing. Donc là, vous voyez, échelle 1, production d'objets, grâce aussi au Fab Lab. Je te laisse présenter Arthur. Merci beaucoup. Pardon, les monitrices Maëlys et Ornella. Merci. Merci. Oui, tu peux te présenter déjà, Arthur. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Du coup, nous, ce qu'on va aborder, en effet, ça va être vraiment plus... Merci. Focalisé à l'échelle 1. Donc l'objectif, ça va être d'étudier de nouvelles perspectives en termes de préfabrication de matériaux. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à des tuiles, à des carreaux, à des dalles, des petits éléments pour voir ensuite dans quelle mesure, avec des matériaux biosourcés, géosourcés, on va pouvoir aller vers de plus grands éléments pour remplacer des éléments qui ont un impact carbone plus important dans les bâtis aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que nous allons fabriquer les moules de ces éléments grâce à la technologie de l'impression 3D. Donc dans un premier temps, on va se diviser en plusieurs petits groupes pour être formés au niveau de toute la Fab Lab certification. Et ensuite, nous allons réfléchir ensemble, échanger, partager sur les différents designs que nous pourrons adopter pour ces éléments. L'objectif sera ensuite... on aura plusieurs matériaux à portée de main. On pourra donc investiguer les différentes pistes, regarder quelles sont les forces, les faiblesses, les limites de ces matériaux, puis dans un second temps, réaliser les designs des moules pour pouvoir fabriquer un ensemble d'éléments que nous assemblerons et que nous présenterons à la fin de ce workshop. Je vous passe les détails du planning qui risque d'évoluer en fonction de l'avancement avec le Fab Lab. Mais donc l'objectif dans un premier temps, ça va être de se présenter, de se regrouper par groupe, de faire déjà un premier tour, un premier état de l'art dans ce domaine, sur ces matériaux et notamment les matériaux biosourcés et géosourcés, de partager ça entre nous, en même temps, en parallèle, que nous ferons les certifications pour le Fab Lab. Et ensuite, à partir de demain ou après-demain, en fonction du timing, nous pourrons commencer à fabriquer les moules dans un premier temps, puis faire les premiers essais à l'échelle 1 sur les tuiles, carreaux ou carrelages en fonction de ce que vous souhaiterez explorer. Voilà, je n'ai pas énormément plus de choses à vous présenter pour l'instant. L'essentiel va se dire à l'oral et on verra ça entre nous et on va manipuler ensemble pour essayer de proposer de nouveaux produits pour répondre aux enjeux de demain. Voilà, merci pour votre attention. Merci Arthur. Alors, donc, on conclut rapidement. Voilà, donc là vous avez
Le planning des conférences, vous voyez, il y a 2 conférences pratiquement, enfin pas chaque jour, mais mardi, mercredi, jeudi. Hein, donc il faut être présent aussi aux conférences. Les conférences font partie du workshop. Voilà. Voilà. Et la dernière conférence aura lieu le jour. Ah ben non, c'est voilà, je pense qu'ils ont déjà les titres et tout. Les horaires, vous avez vu, c'est toujours midi 13h, 14h, 15h. Hein, et le reste du temps, c'est dans les ateliers. Et la dernière conférence, ce sera le mardi 4 mars, donc le jour de la restitution, une conférence qui sera donnée par un invité extérieur, un professeur de l'Université UAV de Venise, qui nous parlera du travail de James Turrell aux États-Unis. On est toujours en Amphi 180, donc on peut pas se perdre, voilà. Et donc voilà, là vous voyez un peu le programme de mardi, de la dernière journée, 10h, 13h, restitution des travaux, c'est-à-dire que après vous vous organiserez dans les ateliers, il y aura un petit passage de présentation des travaux que vous avez produits. 14h, 15h, la conférence sur Turrell et après l'ouverture de l'exposition. Hein, donc ce sera aussi une organisation à faire, vous, dans les ateliers, sur comment vous présenter, qu'est-ce que vous allez présenter, etc. Tout est dans la page internet de l'école, dans le site internet de l'école. Il y a la page dédiée au workshop européen. La journée, cette matinée, la journée du 4 et les conférences seront en direct streaming sur YouTube et seront visibles après sur YouTube, sur la chaîne de l'école. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? Voilà. Les salles. Alors, normalement, vous avez toutes et tous reçu les mails de la scolarité, donc vous savez à quel atelier vous êtes affecté. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, allez chercher dans vos mails. Les salles, il s'agit de... vous serez toutes et tous au premier étage. Vous voyez, 101, 102, 103, 104, 125. Hein. Sur la porte de chaque salle, il y a aussi la liste des étudiants qui sont affectés à l'atelier. Est-ce que vous avez des questions? La prise de présence se fera 2 fois par jour. Hein. Donc les moniteurs et les monitrices prendront les présences 2 fois par jour. Et c'est tout, oui. Alors, concernant les salles, la 120, oui, voilà, on a à disposition aussi la salle XP, dans laquelle effectivement on a plutôt affecté les workshops 5 à l'échelle 1 et aussi les premiers parce qu'effectivement il y aura besoin d'espace pour la réalisation des maquettes et la réalisation des tuiles. Hein. Du coup, effectivement, la salle XP est à notre disposition pendant toute la semaine et c'est dans la salle XP que nous ferons l'exposition à la fin. Du coup, effectivement, le lundi 3, comme vous avez vu le planning tout à l'heure, il faudra réaménager la salle et du coup, effectivement, réfléchissez déjà à où vous placez par rapport effectivement à qu'est-ce que vous voulez montrer par la suite. Voilà, il faudra faire un peu de gymnastique par rapport aux salles, mais disons que c'est un peu l'organisation qu'on a. Du coup, salle XP à disposition du workshop et puis les salles que vous voyez ici pour travailler. Vous rendez dans les salles oui. du premier étage. Oui. Et après, ce sera aux invités et aux moniteurs et monitrices gérer les passages en salle XP. Je voulais juste dire un dernier mot sur les titres. Du coup, un peu les buts du workshop, c'était vraiment de... alors, les titres est vraiment sharing knowledge parce qu'en fait, l'idée à la base, c'est que quand on parle d'architecture écologique, on ne parle pas que de matériaux, mais on parle, disons, de problématiques qu'on a vues avec les présentations de workshop, on va retrouver à toute échelle. Et du coup, l'idée de la journée de mardi 4, c'est vraiment de réaliser un réel partage de connaissances. Du coup, les présentations que vous allez faire seront faites ici et l'idée, c'est vraiment que comme chaque atelier traite un sujet différent, à la fin, en fait, vous allez pouvoir partager les connaissances avec l'ensemble de la promo. Hein. Et puis, effectivement, même
même lors de l'exposition, vous aurez le temps d'expliquer vraiment qu'est-ce que vous avez fait comme restitution. Du coup, voilà, c'est vraiment l'objectif, c'était de vous montrer un peu plusieurs échelles de travail et vous sensibiliser aussi à des pratiques que vous n'êtes pas forcément menés à traiter. Vous avez vu, il y a des sujets un peu plus techniques. Et voilà, j'espère que voilà, vous allez vous amuser surtout et oui, profiter surtout. Cette ouverture Ouais. que l'école fait chaque année, ouais. Donc prenez du plaisir aussi à travailler avec des invités extérieurs, voilà. Vous avez des questions avant de partir? Non? Oui, il y a une question? Chut, chut, chut. Non? Pas de questions. Alors rendez-vous dans les salles des ateliers.